je veux partir au Maroc. J'avais déjà fait les démarches, j'avais déjà inscrit mes enfants à l'école, etc. Et donc je lui ai dit, écoute, soit on continue, soit on s'arrête. Surtout quand on a le parcours que j'ai eu, j'ai été dans une école catholique. Les éducatrices étaient des sœurs et moi c'était pas dans mon optique. Et c'est vrai que ça a fait vraiment à l'intérieur de moi un clash. Tellement travaillé à droite à gauche, je suis belge, je suis marocain, je suis belge, je suis marocain, que elle est où ma valeur? Je suis qui? Je suis quoi? Bien sûr, attention, je souligne parce que le Maroc ne nous a pas entendus pour avancer. La paix que j'ai pu acquérir ici, je la souhaite en fait, à tous ceux qui aimeraient l'obtenir. En fait, on joue un rôle, on n'est pas soi-même. On joue le rôle que la société nous a demandé de jouer. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai fait la fiesta comme pas possible. Mes parents, ils ont pété un plomb. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Que ce soit entrepreneur ou que ce soit ou même salarié ou personne qui décide de se lancer ici, de chercher un boulot ici, c'est be yourself. Soyez vous-même. Soyez vous-même, tout simplement. Ne laissez pas le monde extérieur contrôler qui vous êtes. Soyez vous-même, tout simplement. Je valide à 100%. Salut les amoureux du Maroc. Aujourd'hui, j'ai un invité surprise que je vais découvrir en même temps que vous, plus ou moins. Si on remonte quelques semaines en arrière, vous avez vu l'interview de Charbel sur ma chaîne qui m'a conseillé de me connecter avec toi. Tu peux te présenter en quelques mots? Très rapidement, donc moi c'est Abdelhamid, belgo-marocain. Et aujourd'hui, je vais dire que je me sens beaucoup plus maroco-belge que belgo-marocain. Donc voilà, 40 ans. 40 ans récemment. De base informaticien. Je suis né et j'ai grandi en Belgique. Toutes mes études ont été faites en Belgique, complètement. Marié depuis maintenant 13 ans avec deux merveilleux enfants. Un qui va avoir bientôt 10 ans et une grande fille qui a 7 ans et demi. Est-ce que c'est la crise de la quarantaine qui t'a amené ici? Bonne question. Non, c'est même avant en fait. Je suis Ouais. arrivé avant la quarantaine en fait. En gros, c'est un peu le Covid qui Mhm. a été un peu comme on dit, le sebeb, ça a été Le le moyen, déclencheur. le déclencheur Ouais. exactement. En fait, l'envie de venir au Maroc a toujours existé, en fait. Elle a toujours existé, elle a toujours été là. Avant même que je rencontre mon épouse déjà qui est du Maroc, mon épouse est de Casablanca. Quand on s'est marié, elle m'a rejoint en Belgique. Mais avant que je la rencontre, je voulais déjà venir au Maroc. C'est pour ça que j'avais tenté l'aventure de créer une entreprise. En 2010, j'avais créé une entreprise avec un ami. Bon, ça n'a pas marché, C'était quoi mais comme voilà. projet? C'était un projet, on voulait se lancer dans les logiciels pour les pharmacies, Ok. puisqu'on avait appris que le Maroc commençait à avancer au niveau de tout ce qui était santé et autres. On avait réussi à avoir un logiciel, parce que bon, développer un logiciel, ça prend du temps. Donc on avait trouvé quelqu'un qui nous fournissait le logiciel, on avait signé une exclusivité pour le Maroc. Et on a voulu le lancer ici au Maroc, puisque la Mhm. mutuelle démarrait aussi à cette époque-là, avec tout ce qui était remboursement, etc. Et donc, on voulait que le logiciel de pharmacie, qui combine avec la mutuelle, puisse démarrer aussi à ce moment-là. Après, bon, l'histoire a fait que le lobbying, il y avait beaucoup de lobbying à l'époque, et donc ça n'a pas marché. Mais bon, c'est pas grave, c'est une belle aventure, on a appris beaucoup, Mhm. de très très bons souvenirs. Et donc voilà, et puis après ça, ben, je me suis marié et puis il y a les choses habituelles, la routine, etc. qui est venue, mais au fond de moi, il y avait toujours cette envie du Maroc. Et puis donc est arrivé le Covid. Le Covid a fait que moi, étant informaticien, on travaillait à la maison. Mhm. Et donc après 1 an de travail à la maison, mon client actuel, puisque je suis indépendant, je suis freelance, mon client actuel, je lui ai dit, écoute, moi je m'en vais au Maroc. Ouais. Je veux partir au Maroc. J'avais déjà fait les démarches, j'avais déjà inscrit mes enfants à l'école, etc. Et donc je lui ai dit, écoute, soit on continue, soit on s'arrête, mais quoi qu'il en soit, moi je pars. Mhm. Et donc de là, ben, le client, il m'a dit, ok, on continue. Donc depuis lors, ben, je suis toujours ici au Maroc et je travaille toujours pour mon client de Belgique. Tu peux le Euh, nommer ou c'est mieux de pas le dire? voilà, Ok. je préfère ne pas le dire, on ne sait jamais. Ouais. Donc voilà. Mais il y en a beaucoup hein, qui font ça hein, dans l'informatique, qui acceptent Mhm. que la personne puisse travailler à distance. Donc voilà. Et donc ça fait 2 ans et demi exactement que l'aventure marocaine a vraiment démarré. Et tu sais, mes interviews, j'aime bien remonter à la source. Donc, t'es né en Belgique, de parents marocains. Exactement. C'était quoi tes souvenirs d'enfance du Maroc?
Et quel était ton lien avec le Ouf, pays? alors, je pense que c'est un peu la plupart des Belgo-Marocains, c'est un peu ça le souvenir. C'est que on connaît le Maroc des vacances, mais Mhm. on ne connaît pas le Maroc de la réalité, entre guillemets, de la vie de tous les jours. Et mes souvenirs que j'avais, ben, c'était toute une organisation quand on devait partir pendant l'été. Mon papa prenait congé, mon papa qui travaillait à Stib prenait congé pendant un mois. C'était la voiture, la route, le bateau, c'était vraiment tout ça. Et puis aussi au niveau parce que moi je suis originaire du nord, de Berkane, si Mhm. tu vois où ça se trouve. Oui. Donc moi je suis de Berkane à la base, Berkane Meder. Il y a beaucoup de Marocains du Nord en Oui, Belgique, hein. exactement, Ouais. exactement. Enfin, Oujda et tout ça. après ça c'est ma vision des choses, mais je pense que les gens du nord du Maroc Mhm. sont partis vraiment loin en Europe, donc sont partis vers la Belgique et les Pays-Bas. Il y en a Oui. aussi beaucoup aux Pays-Bas. Et je pense que ceux qui sont plus du sud du Maroc, on se sont arrêtés à la France et à l'Espagne. Ouais. C'est l'impression que j'ai. Après, voilà quoi. Mais donc effectivement, tu as raison. Il y a beaucoup de gens du Nord qui sont en Belgique. Et en fait, les souvenirs que j'ai, bah, c'est les vacances, le beau temps, la famille, les échanges avec la famille, profiter de la plage. Et voilà. Et est-ce que tu as eu l'impression de grandir avec deux pays ou c'était quand même le Belgique ta En base? fait, j'ai grandi avec deux pays. C'est clair. Avec le temps, ma base est devenue belge, on va dire. Dans le sens où mon caractère s'est développé en Belgique, mes relations se sont développées en Belgique, mes compétences se sont développées en Belgique. Donc, il y avait clairement, et je parle bien au passé parce que c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais il y avait clairement cette vraiment grosse attache à la Belgique. D'ailleurs, quand mon épouse est venue me rejoindre en Belgique, moi je disais, je suis belge. C'était automatique. Donc il y avait vraiment cette attache, surtout quand on a le parcours que j'ai eu. J'ai été dans une école catholique. Les éducatrices étaient des sœurs, sœur Dominique d'ailleurs, paix à son âme. C'est un choix conscient de C'est tes parents ah ou... oui, oui, c'était un choix conscient de mes parents Mhm. d'ailleurs. En plus, on nous parle d'intégration. Ouais. Donc voilà, c'était un choix conscient des parents. L'école aussi était pas très loin de la maison, ça c'est clair, mais voilà, c'était un choix des parents. Comment tu l'as vécu d'être dans une école catholique avec des Très bien. parents musulmans? Très très bien, aucun Mhm. problème, puisque il n'y avait pas de problème d'identité à ce niveau-là, puisque à la maison, on sait très bien, voilà, c'est l'islam, c'est la culture marocaine, etc. Et quand on va à l'école, bah, c'est l'école. Il y a vraiment une distinction, il y avait vraiment une distinction. Allez, aucun souci à ce niveau-là. Moi, je l'ai très très bien vécu au point où j'ai fait partie de la chorale de l'école. J'ai chanté dans la chorale de l'école. D'ailleurs, j'oublierai jamais ce Je te moment-là. vois Mais, bien, ouais. mais voilà, chanté dans la chorale de l'école. On avait Mais en fait, c'est une richesse. exactement, Mhm. exactement. Donc voilà, on avait franchement une prof, mais formidable. Enfin, deux profs en sixième primaire. C'était un vrai duo. Et en fait, une des deux avait pour habitude que le vendredi, Mhm. parce qu'il faut savoir déjà qu'à l'époque, on se levait en classe. Dès que quelqu'un, un prof, Oui, oui. rentrait ou autre, on se levait. Ouais. Donc là, le matin, ben, on arrivait et on ne s'installait pas encore. On devait attendre que l'enseignante nous dise, vous pouvez vous installer. Donc, on arrivait le matin et un vendredi sur deux, donc tous les vendredis, on faisait une prière. Mhm. Donc, un vendredi, on faisait la Fatiha, puisqu'il y avait effectivement aussi des enfants musulmans dans la classe. Donc, on faisait la Fatiha. Et l'autre vendredi, on faisait le Notre Père. Mhm. Notre Père qui es aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive sur la Ouais. terre. Donc, franchement, intégration, il y a rien à dire, quoi. Tu vois, vraiment, à fond dedans. Et la jeunesse, j'ai kiffé. J'ai eu une très belle jeunesse, magnifique. Et je remercie mes parents pour ça, parce qu'ils ont été derrière pour ça. Donc voilà, quand j'avais les gens qui venaient, les amis qui venaient sonner à la porte, mon père refusait. Il n'est pas là ou il travaille, mais il n'y a pas de traîner dans la rue ou quoi, ou qu'est-ce. Est-ce qu'ils ont peut-être voulu te protéger en faisant ça? Ah oui, oui, bien sûr, ça c'est clair. Mhm. Ça c'est clair. Et ça, c'est ce que je dis toujours aux gens. On a le contrôle sur ce qui est là devant nous, mais ce qui est après ou ce qui est en dehors, on n'a pas le contrôle. Ouais. Donc, ils vont mieux avoir le contrôle là maintenant en disant non, tu sors pas, Mhm. que de dire tu sors et que après je sais pas ce qui va se passer. Exact. Donc voilà. Mhm. Donc oui, ça c'est clair. Ils ont voulu protéger. Ils ont fait le maximum parce qu'il faut dire aussi que c'était pas facile. Il y avait que mon papa qui travaillait. Ouais. Ma maman, tabarakallah, elle a 6 enfants. On était 6 à la maison. Donc c'était un peu la guéguerre. Et ils ont fait vraiment le maximum pour nous donner l'éducation la plus correcte qui nous donnerait les bases pour pouvoir justement affronter la vie active en fait. Mhm. Et par la suite, ton adolescence,
Tu as continué à venir au Maroc en Alors, vacances? l'adolescence, oui, on a continué. J'ai continué à venir au Maroc pendant les vacances. Le moment où j'ai mis un coup de frein au fait de venir en vacances au Maroc, c'est à la fin de l'adolescence. Donc, aux alentours des 18 ans, là, c'est Mhm. la période où on commence à faire un petit peu les jobs étudiants. On aime bien rester en Belgique plutôt que de partir avec les parents. Donc, voilà. Et j'en ai fait des jobs étudiants. J'en ai fait beaucoup des jobs étudiants. Et donc, pendant cette époque-là, il y a une période d'environ, je pense, 6 ans où j'ai pas du tout été au Maroc. Tu as voyagé dans d'autres pays peut-être? Quand j'étais étudiant à ce moment-là, non. Mais par contre, j'ai profité des voyages scolaires. Ça, Ouais. c'était génial. On a eu l'occasion comme voyage scolaire, bah, on avait fait bon, la France, Picardie, on a fait l'Italie, on a fait la Turquie. Et quand j'étais en supérieur, on a fait la Martinique. Mhm. Donc voilà, donc j'ai bien pu profiter. Mais j'ai surtout, parce que une chose que mes parents m'ont inculqué, surtout mon papa n'aimait pas trop me donner l'argent et me faciliter les choses. C'était C'est à toi beaucoup, de le gagner. voilà, Mhm. trekplan, comme on dit. Mhm. Donc c'était beaucoup comme ça. Ben, en fait, les jobs étudiants me permettaient à moi ben, de payer mes études supérieures, Mhm. de m'acheter ce que je souhaitais. Donc quand j'ai commencé l'informatique, je me suis acheté moi-même mon premier PC. J'ai payé moi-même mes études. Et ben, ça me permettait de m'acheter, ben, comme je travaillais en plus chez Agendas, j'avais des pourboires. Donc ça me permettait pendant le temps de midi à l'école de pouvoir me payer mon sandwich. Mhm. Enfin, toutes des choses comme ça, quoi, de pouvoir profiter, de devenir déjà actif sans être vraiment dans la vie active. Et je me rappelle, les jobs étudiants, on gagnait bien en plus. Ah, on gagnait mais Mhm. magnifiquement bien parce que justement il n'y avait pas de taxes, il n'y avait pas Ouais. de trucs comme ça, etc. Donc, ah ouais, ouais, non, mais je me souviens, mon premier salaire, le montant était tellement élevé pour l'époque, c'était 60 000 francs belges. Mhm. Et je me suis dit, je suis riche. Moi Parce aussi, que j'ai c'était fait ça. vraiment, je me suis Ouais. dit, ouais, je suis riche. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de payer mon permis de conduire. C'était presque 35 000 francs, un truc comme ça à l'époque. Donc j'ai payé enfin, moi-même mon permis de conduire. Et ça m'a permis, à ma dernière année de secondaire, d'aller en voiture à l'école. Cool. Et tu as Donc, parlé plusieurs fois de l'informatique. C'est une passion pour toi? oui, ça, en fait, ça a commencé très très tôt. Je ne sais pas si la personne en question en est consciente, mais c'est quelqu'un qui est proche de la famille, Mhm. qui à l'époque avait ramené un PC chez eux. Et de là, il a influencé mon papa qui a ramené un PC à la maison. J'avais quoi, 7 ans? 7 ans, et à 7 ans, j'avais déjà commencé à chipoter dans les PC. Et il faut savoir qu'à l'époque, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. À l'époque, Ouais. c'était l'écran noir, MS-DOS, avec le truc qui clignote, et il fallait connaître les codes et se débrouiller avec les commandes, etc. Donc voilà. Non, mais c'est à cette époque-là que j'ai commencé à chipoter, à tester. On avait Norton à l'époque, enfin, on avait plein de choses. Les jeux vidéo aussi. Ouais. Prince of Persia, si tu as connu. Donc je jouais à ça et il La, fallait. la PlayStation 1. Ouais, exactement, exactement. Mais avant la PlayStation, au niveau PC, tu avais les disquettes. Ouais. Donc il fallait se taper 10 disquettes, tu vois, pour un jeu. Et donc voilà, et effectivement, à cette époque-là, c'était l'époque de la PlayStation, bien vu. Nintendo. Exactement. Et la Mega Drive. Sega Mega Drive. Oh là là, qu'est-ce que. Ça, c'était vraiment le truc que je voulais absolument parce que j'avais mon cousin qui l'avait et quand je voyais les jeux, j'étais là, je me dis, moi, je veux la même chose, je veux la même chose. Avec Sonic alors? Ouais, Sonic. Donc Sonic Hedgehog, qu'est-ce qu'il y avait encore d'autre? Michael Jackson, Moonwalker. Oh, ce jeu. Oh purée. Donc voilà, c'était. Et je suis tombé effectivement dans l'informatique très tôt. Et moi, j'ai 40 ans aussi. Et je me rappelle bien du premier ordi qui est rentré chez moi. C'était un truc énorme. Et je me suis aussi passionné par ça C'était par la quoi? C'était suite. un 486, un. Je sais juste que c'était une bête énorme et Ouais. tu C'était pouvais c'était pas une faire grand-chose. petite disquette ou grande disquette? Il y avait ouais, les grandes. T'avais aussi la grande à ce moment-là. Ouais. Ouais, alors je vois le genre, c'est les 386 Et à qu'il y avait l'école encore. aussi, on avait les grandes disquettes. Ah, mais c'était une belle époque. Et la souris, là, la souris, où tu devais sortir la roulette et souffler, enlever toute la poussière, puis la remettre, et puis On a connu la préhistoire je de t'assure. l'informatique actuelle. Effectivement. Mais c'est bien parce que ça, aussi quand Internet est arrivé, ça nous a ouvert des Ouf, portes. ouh là là, immense, Ouais, immense, immense. Et je t'avoue qu'à l'époque, j'en avais pas vraiment conscience de l'impact qu'aurait l'Internet. ouais. J'en entendais beaucoup parler, mais j'arrivais pas à l'époque, surtout à l'époque, à visualiser l'impact que ça aurait
en sachant que les sites Internet à l'époque, c'était du HTML. Très basique, La connexion, c'était le modem 56K, là, la galère, avec ouais. le bruit là, vraiment le truc. Donc voilà, mais franchement, l'Internet a évolué, mais d'une façon mais incroyable. Ouais. Et t'as tout dedans, quoi. Tout. Et aujourd'hui, tu travailles grâce à Internet Exactement. et tu vis au Maroc, à Exactement. Casablanca. Exactement. C'est vraiment quelque chose où c'est clair que l'informatique m'a clairement facilité les choses. Hmm. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités avec l'Internet. On a bien sûr l'informatique, mais il y a tous ceux qui travaillent, tout ce qui est designer, graphiste, enfin, toutes les choses comme ça. Non, c'est clair que l'informatique a ouvert une grande porte, on va dire, pour pouvoir partir Ah au ouais. Maroc. Et t'as rencontré ta femme comment, dans quelles circonstances? Alors, ma femme, c'est via Internet, en fait. C'est Ok. via Internet que je l'ai rencontrée. On a échangé. On a échangé pendant beaucoup de temps. Elle vivait au Maroc, tu Elle m'as dit. vivait au Maroc, exactement. J'ai échangé beaucoup avec elle. Je pense que j'ai dû échanger pendant 4 5 mois facile. Et puis, sur un coup de tête, je me suis dit, je vais venir la rencontrer. Et puis, Mhm. puis voilà, c'était le coup de foudre. C'était quand ça? Et voilà. C'était en novembre 2009. Ok. Novembre 2009. Donc voilà, pour être exact, le 6 novembre 2009, que je l'ai rencontrée vraiment en réel. Et là, c'était le coup de foudre. Et voilà, c'était elle. Et tu voulais que ce soit une Marocaine ou ça s'est fait comme ça? Alors, excellente question. Hmm. Excellente question parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont un peu dans ce truc-là. Moi, à l'époque, il faut savoir que comme je suis du Nord, l'image qu'on a, plutôt que j'avais, en tout cas pour moi, que j'avais, c'était que le Nord était un peu... en gros, si j'épousais une femme du Nord, je prenais un gros poids sur les épaules. Je devenais responsable, elle était dépendante de moi pour tout, etc. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de hors de question. Ok. Parce que bon, malheureusement, il y en avait beaucoup à l'époque, aujourd'hui c'est plus le cas, mais à l'époque, il y en avait beaucoup qui faisaient leurs études jusqu'aux 18 ans et puis qui attendaient leur prince charmant, tu vois. Et moi, c'était pas dans mon optique. Et c'est vrai que ça a fait vraiment à l'intérieur de moi un clash parce que c'était non, je veux quelqu'un, je veux rencontrer quelqu'un en Belgique et voilà. Et puis avec le temps, avec les expériences, les échanges et autres, j'ai commencé à changer tout doucement, à basculer un petit peu tout doucement et à me dire, bah, en fait, au Maroc, il y a des très belles femmes et puis il y a des femmes très intelligentes, tout aussi capables, tout aussi indépendantes. Ouais. Et en fait, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai épousé mon épouse actuelle, c'est que justement, quand je l'ai rencontrée, elle était indépendante, diplômée, elle avait son boulot, son propre argent, enfin, elle se débrouillait toute seule et c'est ça que j'ai kiffé. Mhm. C'est comme ça que je suis parti vers ce côté-là marocain, en fait. Hmm. Ouais, il y a beaucoup de femmes indépendantes au Maroc, Exactement. même qui vivent sans hommes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, il y a eu cette rencontre. Elle est venue en Belgique, tu m'as dit, Exactement. Elle est venue en Belgique. pour Euh, s'installer avec toi. pour s'installer. Ouais. Ça a été un peu dur. Et maintenant, aujourd'hui, hein, moi vivant ici, je peux comprendre Ouais. la difficulté qu'elle a dû vivre. Parce que partir d'un pays comme ça, en sachant que tu as ton indépendance, que tu connais beaucoup de gens, etc., et arriver à un endroit où tu ne connais personne, tu n'as pas de famille, tu n'as rien, Ouais, c'est pas facile. c'est vraiment pas Hmm. facile et je peux le comprendre. Et surtout que tu passes, là, on est au mois de décembre, tu as un magnifique soleil. À Bruxelles, c'est pas le cas. Il fait 0 degré, Il fait 0 au degré. moins. Donc voilà, et donc elle a switché comme ça du coq à l'âne, entre Hmm. guillemets, parce que justement, on avait fait une fête en décembre 2010, et elle m'a rejoint en janvier Ah, 2011. t'as choisi la bonne période. Ah ouais, et en plus, si je me souviens bien, en janvier, pardon, 2011, il y a eu une neige, mais immense, je crois qu'on avait une couche de plus de 50 centimètres à Bruxelles qui Bienvenue en était, Belgique. ah, je t'assure. Donc voilà, donc je peux comprendre. Elle a eu beaucoup de mal au début, puis au fur et à mesure, à force de connaître la famille, les amis, de rentrer, elle a su se débrouiller très rapidement toute seule, trouver un boulot. C'est ça qui est génial. J'ai vraiment aimé, j'étais content pour elle, c'est qu'elle a trouvé directement et en plus en tant que fonctionnaire. Elle parlait bien français alors déjà. Oui, Hmm. exactement. Ah oui, ça tu soulignes un bon point parce que malheureusement les gens pensent que les gens du Maroc ne parlent pas bien français Ouais. alors qu'ils parlent mieux le français que nous qui avons grandi en Belgique. Ouais. Ils parlent le français littéraire, donc il y a vraiment une façon de parler qui est assez... Donc voilà, et elle parlait effectivement très bien français, donc elle a su facilement s'intégrer et trouver sa voie en fait. Hmm. Peut-être c'est ceux qui n'ont pas fait des études ou des grandes études qui ont
Ah, français plus basique, quoi. Probablement, oui, Hmm. probablement. En tout cas, de ce que je sais, c'est qu'en primaire, entre guillemets, ils apprennent déjà le français littéraire. Ils sont doués pour les langues aussi, Très, ici. très doué. Hmm. Très, très fort. Ici au Maroc, ils sont très forts pour l'anglais. Moi, je parlais encore avec un ami hier qui me disait que ses enfants sont en train d'apprendre le chinois. Ouais. Le chinois, et il m'a dit, c'est assez marrant parce que tu les entends entre eux parler chinois, mais voilà quoi. Non, ils sont très, très forts ici. Il y a beaucoup d'autodidactes Ouais. au Maroc. Hmm. Beaucoup. Et vous avez vécu combien de temps en Belgique alors? Alors, moi, bien sûr, toute ma vie, jusqu'à mes 37 ans et demi, on va dire. Et avec ta femme? Et mon épouse, donc, elle m'a rejoint en janvier 2011. Et on a quitté la Belgique en juin 2021. Donc explique-nous pourquoi, après 37 ans en Belgique, tu as décidé de venir ici en famille Alors, excellente question. et, Très, pour, très, très, très bonne et question. pourquoi Casa aussi? Très, très bonne question. Alors, pour répondre par rapport à Casa, ça va être assez simple. La première chose, c'est que la famille de mon épouse est ici à Casablanca, Ouais. donc beaucoup plus facile. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je voulais m'approcher de l'école belge pour les enfants. C'était ça mon objectif parce que je voulais pas trop les chambouler et je voulais leur donner la possibilité d'avoir le même diplôme qu'en Belgique pour pouvoir, s'ils veulent retourner poursuivre leurs études en Belgique, ils le peuvent sans problème. Comment tu as annoncé ça à tes enfants justement? On va partir vivre au Maroc. Alors, Comment tu as abordé la chose? Alors, pour les enfants, et c'était vrai, attention, hein, je souligne parce que mes enfants qui écoutent, ils vont peut-être se dire, papa, il nous a menti. Et non, j'ai pas menti. C'est qu'au fait, j'étais parti sur une année test. Ouais. Avec mon épouse, on s'est dit, on va tester une année. Mhm. Donc, mes enfants, je leur ai dit, on fait une année et puis on voit. Et c'est comme ça que je l'ai vendu. Ça, ça a marché. Au début, c'était un peu compliqué parce que bien sûr, un enfant, c'est très émotionnel. Il y a Les les attaches, amis, voilà, les amis, la famille, etc., l'environnement. Et puis, quand il y a cette attache émotionnelle et que tu le mets dans un autre environnement, il est un peu chamboulé. Donc voilà, c'était un peu compliqué au départ, mais par la suite, les enfants se sont facilement intégrés. Et puis, après un an, bien sûr, la question est arrivée, papa. Bah écoutez les enfants, on va rester. Est-ce que vous êtes bien ici? Oui, on est bien, tout se passe bien. Bah écoutez, on est parti et on reste ici. c'est une Donc bonne voilà, approche de faire un test. Et exactement. j'ai beaucoup d'abonnés et même des clients qui ont leurs enfants, qui sont, on va dire, entre 5 et 10 ans. Et je vois que c'est quand même très difficile pour eux, Oui, avant de s'installer, tu vois, de se dire, c'est quoi les exactement. conseils que tu pourrais donner à ces parents qui, eux, veulent venir ici, mais que leurs enfants sont encore très attachés à leur Alors, pays? le premier conseil que je pourrais donner, c'est faire sa propre expérience. Mhm. Dans le sens où il faudrait faire quelques allers-retours pour découvrir. Mais pas un aller-retour d'une semaine, se dire, voilà, on prend un mois, on va et on découvre. Ouais. On va se renseigner pour telle chose, et on prend le temps soi-même Mhm. pour découvrir. Mhm. Parce que c'est bien d'avoir des infos à droite à gauche, mais on sait très bien, et allez, on sait très bien que quand on va demander une info à quelqu'un et qu'on va la demander à quelqu'un d'autre, on va avoir une autre version. Il faut Et le puis à vivre, qui se fier, etc. Mhm. Donc autant le vivre soi-même. Carrément. Ça, c'est vraiment le premier conseil que je donne, c'est le vivre soi-même. Le deuxième, s'écouter soi. Mhm. S'écouter soi, pourquoi? Parce que de nouveau, tous les gens, et c'est ce qui m'est arrivé, hein, tous les gens autour vont projeter leur propre peur sur vous. Oui, attention, il y a ceci, il y a cela, le système de santé, ça va pas, le ceci, l'école, t'as ta maison ici, comment tu vas faire pour ta maison? Et en fait, on ressent toutes les peurs, mais vraiment de tous les côtés, et ça peut nous faire douter. Ouais. Et donc, pour moi, le deuxième conseil, c'est écouter soi-même. Écouter la petite voix au fond qui te dit qu'est-ce qui est le mieux pour toi. N'écoute pas les autres. C'est exactement ça. Voilà. Et puis la troisième, c'est de se renseigner auprès de personnes qui sont déjà parties. Ouais. Parce que ces personnes-là, c'est ceux qui vont ouvrir la porte beaucoup plus facilement et qui vont éliminer une à une les peurs Mhm. et les croyances. Mhm. Quand on voit quelqu'un qui a plus ou moins le même parcours que nous en Belgique, ou en France, ou peu importe, et qui est arrivé au Maroc et l'a fait, bah la porte est ouverte.
La personne va nous montrer directement. C'est comme pour moi, je peux montrer à quelqu'un qui est indépendant en Belgique comment faire en sorte de toujours garder son activité en Belgique et de pouvoir se lancer au Maroc. Hmm. Ça, je peux très facilement l'expliquer. Tu vois? Et donc, essayer de trouver des personnes qui sont parties et qui ont tenté l'aventure et que ça a réussi. Et il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'il y a beaucoup de groupes sur Facebook comme ça. Mhm. Beaucoup, énormément. Et puis je pense aussi ta communauté. Dans ta La communauté, chaîne, ouais. voilà, tu Hmm. dois sûrement avoir des gens qui ont réussi, qui sont installés. Et à mon avis, les gens pourraient aller demander à ces personnes-là voilà, le retour d'expérience. Tes enfants avec quel âge quand vous êtes partis? Alors, quand on est parti, le grand avait 7 ans et demi et la petite avait 5 ans. Comment convaincre tes enfants en dehors de dire que c'est un test? Bah, j'ai joué, c'est vrai, sur beaucoup de tableaux. Le premier tableau, et c'est un truc qui est clairement ma facilité, c'est que ma belle famille était ici. Ouais, Donc, ils allaient retrouver leurs grands-parents, les oncles et tout, beaucoup plus souvent. ouais. Donc ça a rassuré. Ensuite, bah, je leur ai promis quelque chose qui est réel, qui ne dépend pas de moi, mais c'est le beau temps. Mhm. Ça, c'est pas moi, c'est voilà, c'est décidé, il est là, il est au Maroc, le beau temps. Au revoir la pluie, le ciel gris. Exactement, exactement. Donc voilà, puis je leur ai dit que, et ça, c'est la réalité également, que moi, en tant que parent, je me sentirais déjà beaucoup mieux ici, et qu'en me sentant beaucoup mieux, j'aurais beaucoup plus de temps à consacrer aux enfants. Mhm. Et c'est le cas. Aujourd'hui, j'arrive à consacrer beaucoup plus de temps que quand j'étais en Belgique. Il faut s'imaginer qu'en Belgique, on se lève le matin, il fait noir, on dépose les enfants, il fait noir, donc il est 7h30. Ensuite, c'est la course, circulation de malades pour arriver au boulot. Ensuite, fin de journée, 16h, 17h, on sort, il fait noir, on récupère les enfants à l'école ou à la crèche. Hmm. Puis, une fois qu'on les a récupérés, il faut vite faire les devoirs, c'est l'heure de manger, et puis dodo, direct. Hmm. Et il y a une routine comme ça. Il y a une routine, et on se dit, on va faire des trucs le week-end. Mais le week-end, on est tellement KO de la semaine qu'on fait des grasses mat. On fait des grasses mat jusque des 11h, midi. Puis quand c'est le moment de sortir, on galère, etc. Et donc, avec tout ça, bah, on passe de moins en moins. Enfin, moi personnellement, en tout cas, je parle pour moi, je passais pas autant de temps avec les enfants. Ouais. Même impossible de les inscrire à une activité parce que fallait les récupérer à l'école, déposer à une activité. Enfin, c'était vraiment avec la circulation, etc. Et surtout que je sortais tard du boulot. Ici, ils ont le contraire. Mhm. Je passe beaucoup plus de temps avec eux, j'ai beaucoup plus facile à les récupérer. Souvent, quand je les récupère de l'école, on va s'installer chez Paul ou chez autre et on va prendre un goûter, une crêpe ou autre, Hmm. chose que je ne pouvais pas faire à Bruxelles, c'était impossible. Et ça, c'est ce que j'avais avancé à mes enfants. Et pourquoi ce choix de les mettre à l'école belge de Casablanca? Alors, bonne question. T'as réfléchi à ça avant? T'as cherché? En fait, l'enseignement belge en soi, je suis très content de l'enseignement belge. Ouais. Dans le sens où le résultat est là. Je suis un T'es passé produit, par là. voilà, de Ouais. l'enseignement belge. Hmm. C'est clair, il y a des choses, ça va pas, il y a des choses mieux, etc. Mais dans les faits, j'ai réussi, entre guillemets, j'ai un diplôme. Et en fait, je ne voulais pas chambouler mes enfants, en Hmm. sachant que, je connaissais justement le parcours belge. Mhm. Et deux, je ne connaissais pas les autres enseignements, le français, enfin, ce qu'il y avait ici, ce qui était proposé. Et donc, pour moi, le plus facile, c'était l'enseignement belge, l'école belge ici à Casa, qui justement leur permettrait de suivre un programme qui est exactement le même que j'ai suivi. Ils vont avoir le CEB, le CESI, CESS. euh, et ils pourront, s'ils veulent, bah, retourner en Belgique pour étudier et continuer leur programme. Et en plus, comme il y a encore une partie de la famille qui est au Maroc, enfin qui est en Belgique, pardon, Ouais. bah, ils vont être facilement accueillis. Et voilà quoi. Donc c'était un peu garder cette attache avec la Belgique en fait. Et tu leur laisses l'opportunité d'un certain âge de choisir par eux-mêmes Ah oui, bien la sûr. suite, Ah quoi. oui, bien sûr. Après, s'ils veulent parler en Belgique, ils vont parler. Ça, Hmm. c'est eux qui décident. Là, je fais mon maximum avec mon épouse pour leur donner toutes les cartes possibles. Ils Donc, on auront leur le donne. choix. Voilà, ils Hmm. auront le choix. On essaie de leur donner un maximum la base.
de par le fait que, justement, à l'école, ils ont déjà anglais maintenant en primaire. Donc, ça veut dire que quand ils auront terminé l'école, ils maîtriseront l'anglais. Et donc là, s'ils veulent aller partir en Angleterre ou ailleurs, bah, qu'ils partent. Moi, j'ai pas de Mm. problème avec ça. Si, comme mon invité, vous avez envie de vous installer au Maroc, d'entreprendre ici, de créer votre projet, nous avons créé différents services pour vous accompagner dans toutes les étapes importantes. Vous pouvez découvrir tous les détails de ces accompagnements, c'est le premier lien dans la description. Tu peux nous parler des coûts? Combien ça revient? Alors, très bonne question. Effectivement, le coût. Au niveau du coût, on est quand même à plus ou moins, selon que l'enfant soit en maternelle ou en primaire ou même en secondaire, je pense, on est entre 3 500 € et 4 500 € l'année Mhm. par enfant. Alors, pour certains, et c'est ce que je dis à beaucoup quand j'échange avec eux en Belgique, c'est clair, c'est un coût assez élevé. C'est un budget, ouais. Seulement, il faut se mettre dans le cadre marocain qui est un cadre où on a beaucoup moins de taxes qu'en Mhm. Belgique. Donc, on ne se fait pas taxer autant. Et donc, ce qui fait que ce qui n'est pas taxé, entre guillemets, ben, on le met dans l'école. Donc, c'est un peu juste, c'est comme si on prenait un pion de quelque part et qu'on le mettait autre part. Et donc, pour moi, c'est pas, parce que pour beaucoup, c'est un frein. Pour moi, c'est pas un frein. Mhm. Il faut le visualiser autrement, justement. Mhm. Et comme tu avais la double nationalité, est-ce que c'est moins cher ou est-ce que c'était le même prix Oui, effectivement, bonne question et qui serait une très bonne information pour ceux qui souhaiteraient effectivement venir. Ayant la nationalité belge, on a une réduction. Mhm. Donc les enfants marocains payent un peu plus cher. Et les étrangers hors Belgique, hors Maroc, c'est encore plus cher aussi, je pense. Non, ils vont Non? payer le même prix que les Marocains, en Ok. fait. Ouais, c'est pareil pour les écoles françaises. Oui, Genre, si t'es français, c'est un prix. Si t'es oui. marocain, c'est un prix. Et Et les c'est... autres, c'est eux qui payent le plus cher. Ah ouais, ok, Ouais. ok. Non, ça va. Ici, là, c'est Mm. équilibré. C'est belge ou non belge, entre guillemets. Ok. Et t'es satisfait de leur enseignement ici? Oui, très, très satisfait parce qu'il y a vraiment. Les professeurs sont très à l'écoute. Il y a aussi, pour plusieurs professeurs, ils essayent d'adapter la méthodologie Montessori. Donc, ils font en sorte que les enfants puissent être indépendants, se débrouiller eux-mêmes. Donc, avoir confiance en eux, très important. Moi, c'est ce que j'essaie d'inculquer à mes enfants. Ils font ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire que s'ils ont des bonnes notes, c'est pour eux, c'est pas pour moi. Il faut pas chercher à me satisfaire, moi, en tant que parent. Mm. J'ai pas besoin. Donc, si toi, tu es content de ta note que tu as réussi, ben, c'est très bien. Et en fait, les professeurs sont un peu dans ce sens-là, en fait. Font en sorte que les enfants soient eux-mêmes fiers de leurs notes, se débrouillent d'eux-mêmes et ne soient pas dépendants des parents. Tu m'as dit que les profs étaient de Belgique, devaient venir de Belgique. Exactement, exactement. En fait, là, l'école, donc elle a l'homologation, pardon, Wallonie-Bruxelles. Et pour pouvoir l'avoir, il faut que tous les profs aient des diplômes de Belgique. D'où le fait que les enseignants viennent de Belgique. Mm. C'est une règle et c'est quelque chose qui avait été convenu dès l'ouverture de l'école, en fait. J'en profite, ce serait intéressant que je rencontre un enseignant, tu vois. Si jamais il y Ah, en a qui voient la chaîne. bien sûr, ou je pourrais t'en présenter Ouais, à l'occasion. pour Oui. avoir leur regard. Exactement, Après, au niveau de ton travail, on va dire que tu restes quand même attaché à la Belgique, vu que ton employeur exactement, est belge. exactement. C'est quoi les différences entre ce contact-là avec la Belgique et si tu étais venu avec ton propre business, par exemple? En fait, Au niveau des papiers et tout ça, tu vois. c'est ça. En fait, c'est clair que ici, je suis dans une situation où ça m'a beaucoup facilité. Donc, j'ai pas dû faire énormément de démarches administratives ici et je garde effectivement ce lien avec la Belgique. Maintenant, ça ne m'aurait pas empêché, ça ne m'aurait pas bloqué de quand même chercher ici. Ouais. J'étais même dans cette optique puisque j'avais postulé à l'école belge. Mm. Parce qu'en fait, en gros, dans mon parcours, j'ai fait ce qu'on appelle le CAP en Belgique, certificat d'aptitude pédagogique. Mhm. J'ai d'ailleurs enseigné en supérieur pendant 2 ans, donc je pouvais enseigner à l'école. Donc j'avais postulé également au cas où mon client me disait, voilà, on arrête. Bah, Mm. j'avais cette opportunité, cette possibilité. Et en plus d'ailleurs, pour info, c'est avantageux pour les professeurs dans le sens où ils vont avoir exactement le même salaire que la Belgique et également leur logement est payé en fait. Ah ouais, grand avantage alors. Ok. Il y a une question que tu avais très bien posée là, tout à l'heure à laquelle j'ai pas encore répondu et que pour moi il est quand même très important de répondre.
Oui, tu peux reprendre. C'est la question par rapport justement à, à la tâche de la Belgique et le fait d'avoir switché, de se dire je pars au Maroc. Vas-y. En fait, cette question, et je pense que je ne suis pas le seul à avoir vécu ça, mais j'avais de plus en plus difficile à trouver ma place au fait en Belgique. Tu peux nous développer ça? Dans le sens où vivre tous les jours des blagues sur les Marocains, vivre tous les jours des blagues sur la religion, etc. Au départ, ça peut être marrant, ok, on rigole, etc. Mais après, entre collègues, quand on entend ce genre de blagues, ça devient lourd. Hmm. Ça devient lourd et malheureusement, ça devient normal pour les gens, en fait. Du racisme banalisé, c'est ça? C'est exactement ça. Hmm. C'est exactement ça. Et puis des clichés, des bazars. Hmm. Vous, les Marocains, vous. Déjà, il y a une chose qui me dérangeait énormément, c'est qu'on me disait vous, les Marocains. Pourquoi vous, les Marocains? On me parle d'intégration. Je suis né en Belgique, nationalité belge. Et j'ai été dans une école catholique. Pourquoi on me dit pas, moi, avec ma tête, que je suis belge? Toi, tu te sentais belge? Moi, je me sentais belge. Hmm. D'ailleurs, historiquement, pour te dire, j'avais à l'époque, ça m'énervait tellement ce truc que j'avais créé une page Facebook, et je l'ai toujours, qui s'appelle Je suis belge avec un point d'exclamation. Hmm. Parce que je ne comprenais pas ce truc. Et il y a toujours eu ce truc à l'écart. On mettait toujours. Il y a comme une catégorie, il y a un truc. Pour moi, la Belgique, ou même les mentalités, que ce soit en Belgique, en France, peu importe, ne changeront pas Hmm. tant qu'on n'aura pas accepté les personnes, même si elles ont une couleur noire, jaune, enfin tout ce que tu veux, peu importe, tant qu'on ne la considérera pas comme un réel habitant. Allez, donc moi, on m'aurait jamais considéré comme belge. En rue, on te croise, on dira pas t'es belge. Bah, rien ne changera tant que on ne changera pas cette attitude. Et c'est un double problème parce que en Belgique, on te voit pas comme un Belge. Et au Maroc, tu n'es pas marocain non plus. Exactement, Donc, exactement. ça doit être difficile psychologiquement aussi de. Oui, mais c'était le cas à l'époque. Ouais. Aujourd'hui, maintenant que je suis ici, Hmm. on va dire que mon déjà il s'est bien amélioré. Mhm. J'ai beaucoup travaillé ça. Et aujourd'hui, je parle, je suis à l'aise et les gens ne se rendent pas compte que je suis de l'étranger. Hmm. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu dur. On ne se sentait pas accepté en Belgique et on ne se sentait pas accepté au Maroc. Hmm. Donc on était un peu entre les deux. Où est ma place? Voilà, Hmm. elle est où ma place? Je suis qui? Je suis censé faire quoi? Quelles sont mes racines réelles? Etc. Donc on était vraiment entre les deux en fait. C'était vraiment ça. Et tu répondais quoi à ces gens qui te disent, vous les Marocains? J'ai eu plusieurs réactions différentes. La première, c'est je souriais bêtement. Ok, voilà. La deuxième, bah, j'essayais de défendre, mais je me rendais compte qu'au fait de défendre, ça changeait rien. Et puis la troisième, bah, je répondais pas du tout. Je passais à autre chose. Après, c'est un peu la connerie humaine, tu vois, à juger, que ce soit les Marocains ou d'autres différences. T'as toujours des blagues lourdes et les gens Oui, sont pas tu conscients. sais, on peut avoir, pour moi, on peut rire de tout et on peut avoir des blagues lourdes que pour un ou pour l'autre. Mais Quand c'est répété, voilà, ouais. exactement. Là, c'est plus une simple blague. Mhm. Là, en fait, c'est une forme de pensée réelle que Mhm. tu exprimes, mais d'une certaine manière pour éviter d'offenser, mais tu l'exprimes quand même, ta pensée réelle profonde. Mhm. Et toi, tu le reçois quand même aussi. Tu sais, quand tu es jeune, tu as 8 ans, tu montes dans un tram et que tu vois une vieille dame qui serre son sac en te voyant, tu vois, Mhm. ça marque. Puis quand tu grandis, on te fait des blagues, les Marocains, des voleurs, des trucs, pam, 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 et tu ramasses, etc. Une fois, il y a quelqu'un qui m'a dit, vous les Marocains, vous êtes durs. Je dis pourquoi? Et puis il me dit, vous buvez pas d'alcool. Les Tunisiens, ils boivent de l'alcool. J'ai déjà pourquoi tu dis les Tunisiens, les Marocains, ça n'a rien à voir? Et je lui dis, c'est pas le fait de boire ou pas boire de l'alcool qui fait que. Je dis, ça, c'est mon choix personnel de pas boire de l'alcool. Il y a des Marocains qui boivent de l'alcool, ils font ce qu'ils veulent, quoi. Il y en a beaucoup Donc, d'ailleurs. donc je lui dis, ce que tu dis n'a aucun sens. Ouais, on Tu vois? généralise quoi. Et ça t'envoie les clichés constamment, constamment. Mhm. Et voilà, et à un moment, tu dis, j'en ai marre, ras-le-bol. Stop, c'est pas possible. Et en fait, c'est une des raisons aussi pour laquelle je suis parti, c'est que pour mes enfants, je veux pas ça. Parce que moi, à l'époque, j'ai mon beau-frère qui venait nous rendre visite, lui, il est du côté de Paris, et il venait nous rendre visite.
Et des fois, je le voyais justement réagir d'une certaine manière, tac, 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 tac. Et je ne comprenais pas cette manière de réagir face à quelque chose. Je disais, mais c'est pas grave, laisse tomber. Tu vois, des trucs comme ça. Et je comprenais pas. Aujourd'hui, quand je suis arrivé au Maroc, je l'ai compris. C'est qu'ici, on connaît sa propre valeur. Et comme on connaît sa propre valeur, on se défend. Et le truc, c'est quoi? C'est qu'en Belgique, on est tellement chamboulé à droite, à gauche. Enfin, en tout cas, pour moi, je vais parler pour moi personnellement. Tellement travaillé à droite, à gauche, je suis belge, je suis marocain, je suis belge, je suis marocain, que elle est où ma valeur? Je suis qui? Je suis quoi? Et donc, quand on entend une remarque, ben, ça passe, on laisse passer. Et en fait, justement, moi, je veux que mes enfants connaissent leur propre valeur, sachent qui ils sont, ce qu'ils valent, et que face à quelqu'un, ben, ils ne se laissent pas faire. Est-ce que d'après toi, on peut être les deux et en être fier? Je suis autant marocain que belge. Pour moi, on peut être les deux. On peut très bien être les deux. Hmm. Malheureusement, des personnes face à toi t'empêchent d'être les deux. Hmm. On t'oblige à choisir. Tu es quoi? C'est le cas aujourd'hui avec les binationaux, hein, quand ils arrivent à un niveau, bah, déjà les footballeurs. Quand un footballeur qui a grandi en Belgique, qui a été au club d'Anderlecht ou de Standard ou de ce que tu veux et qui à la fin choisit le Maroc, comment ils réagissent les Belges? On ne le laisse pas choisir. Il y a directement cette obligation, t'es belge, tu dois choisir, t'es belge. Mais on ne te laisse pas choisir, tu vois? Il y a Ouais. toujours ce côté-là. Et c'est assez marrant parce que ce truc-là de t'es belge ou t'es marocain, en général, on te dit t'es marocain, on te repousse. Marocain ou peu importe on te repousse. Le jour où tu vas exceller dans quelque chose, Là, tu seras belge. là, ils vont te dire que t'es belge. Ouais, Là, ils vont être heureux. Là, il va y avoir des articles, des bazars partout. c'est triste, hein. C'est triste, hein, quand même. Hmm. Ça, je trouve ça dommage, tu vois. Il y a des grandes stars comme ça où ils n'arrêtent pas de dire bah, t'as Stromae, là, tout le monde est heureux de dire qu'il est belge. Ouais, Ah ouais, il est belge. Pourtant, il a une autre, tu vois, il a des autres origines. ouais. Là, on est heureux. Quand t'as des, tu vois. Et c'est ça que je trouve dommage. Et malheureusement, tu es une nationalité quand ça convient d'un côté. Pour aborder les points positifs, il y a beaucoup de liens entre la Belgique et le Maroc. Oui. Tu peux nous parler de ça, de ces liens historiques et de cette communauté aussi marocaine en Belgique, de la place de la Belgique au Maroc. Il y a Mais beaucoup de connexions. il y a beaucoup de connexions, effectivement, hein, surtout dans le Nord, hein, attention, hein, et tu fais bien de le souligner parce que des points négatifs, il y en a, mais il y a aussi beaucoup de points positifs. Dans le Nord, surtout dans le Nord du côté balkan, etc., la Belgique a beaucoup contribué. Il y a eu beaucoup de jumelage entre les villes, des aides au développement et des choses comme ça. Et donc, c'est clair qu'il y a, ouais, il y a une attache, que ce soit allez, au niveau familial, parce que bon, on a beaucoup de personnes qui sont en Belgique et donc ça permet de garder des liens. Enfin, Et même, tu sais, les Marocains, quand je leur dis que je suis belge, ils sont contents, tu vois. Et mais en fait, oui, ils aiment mieux les Belges que les Français, hein. mais c'est vraiment un truc que tu soulignes et c'est pour ça, moi je te dis, c'est une fierté de te Mm. voir ici. C'est une fierté parce que ça montre que, un, bah, le Maroc est un beau pays Mm. et que, deux, un Belge vient ici en Belgique. Et il y a ce lien, tu vois, donc c'est vraiment une fierté de garder ce truc. Et effectivement, moi, ça me fait plaisir. Et je t'ai coupé, tu voulais dire d'autres choses sur la connexion Belgique-Maroc? La connexion Belgique-Maroc, dans quel sens? La place de la Belgique ici et inversement. On a des bonnes relations diplomatiques aussi. Non, il y a des très très bonnes relations, il y a beaucoup de C'est choses pas qui comme se la France, tu font. vois. Voilà, exactement, exactement. Et je pense qu'aujourd'hui encore, hein, et il y en a qui font ce qu'il faut au niveau politique et autres pour garder des bonnes relations et garder un lien parce que c'est l'un et l'autre, en fait, se complètent, en fait. C'est un partenaire pour quelque chose. Le Maroc est un partenaire pour la Belgique et la Belgique est un partenaire pour le Maroc. Mm. Donc ça se complète assez bien. Peut-être ce qui aide, c'est qu'on n'a pas eu ce passé comme la France, tu vois, Oui, ça aussi, avec colonial, le oui, oui, protectorat et tout ça. oui, 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 effectivement. On revient sur ta décision de venir au Maroc. Tu étais avec ta femme, tes enfants. Comment a réagi ton entourage, ta famille? Alors, alors l'entourage, comment ils ont réagi? Certains étaient surpris parce que à l'époque, c'est vrai que j'étais pas trop pour le Maroc, etc. Enfin, mais quand je dis à l'époque, c'est avant de rencontrer ma femme, avant d'avoir cette idée d'aller au Maroc. Donc ils m'ont dit, ah, c'est complètement l'opposé de ce que tu voulais faire. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai eu aussi des réactions, mais c'est un peu trop rapide. T'es sûr? Vous partez là maintenant? Il faut pas préparer, il faut pas ceci. Bah si, on est préparé, on est.
J'ai eu ce genre de réaction et puis j'ai eu aussi des réactions du genre fais attention au Maroc, tu vas te faire arnaquer, tu vas être dégoûté, puis tu vas revenir, tu vas te rendre compte que tu as perdu ton temps, etc. Donc j'ai eu un petit peu toutes ces réactions. Du côté de mon papa, parce qu'il ne m'avait pas donné son avis au départ, puis Ouais. c'est mes amis qui m'ont dit ton père, qu'est-ce qu'il en pense? Et quand j'ai demandé à mon papa, il m'a dit bah écoute, on verra. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah voilà, tu reviens et puis voilà, c'est tout. Est-ce qu'il est fier aujourd'hui? Ah oui, il est très très content, très fier. Quand- Très fier parce que c'est quand même, mine de rien, un accomplissement du but premier, qui était on va à l'étranger, on fait ce qu'il faut pour se débrouiller au niveau financier, donner une éducation à nos enfants, Mhm. et notre objectif, c'est de rentrer au pays. Bon, eux, ils sont pas rentrés au pays, mais la génération là actuelle, elle est en train de rentrer au pays. Ouais. Et là, c'est une fierté pour les parents parce que c'est une contribution au développement du Maroc. On apporte des plus, des connaissances et autres. Bien sûr, attention, je souligne, parce que le Maroc ne nous a pas entendus pour avancer. Le Mhm. Maroc se débrouillait déjà très bien, bien avant que certains reviennent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on contribue et qu'on permet d'accélérer certaines choses, qu'on permet de développer aussi l'économie ici. Enfin voilà, et donc pour les parents, oui, c'est clair, c'est une fierté. Est-ce que c'est une option pour eux de revenir aussi? Oui, bah oui. Mhm. Oui, oui, ça c'est clair, hein. Au fur et à mesure, mon papa, il a la retraite et il fait des allers-retours. Il profite de sa retraite et pour faire des allers-retours. Oui. Mhm. Son objectif à terme, c'est de pouvoir rester ici. Oui. Mhm. Comment est-ce qu'on prépare son départ quand on est en famille comme ça, on va quitter la Belgique pour Waouh, s'installer ici? C'est quoi les très, premières étapes? très bonne question, très bonne question. En fait, moi, comment j'ai fait, c'est que la première chose, j'ai démarré avec l'école. Ouais, Parce que c'était ma priorité, c'était que pour l'enseignement, je ne chamboule pas les enfants. Donc j'ai d'abord fait les démarches par rapport à l'école. ouais, important. Quand j'ai vu que par rapport à l'école, c'était OK, j'ai enchaîné avec le travail. Mhm. Donc là, j'ai informé le travail, etc. Et ça a été accepté. Puis de là, seulement, on a commencé à chercher pour l'habitation. Alors il faut savoir ici au Maroc, quand on veut louer un Mhm. bien, la période la plus propice à trouver un bien, c'est en septembre. Pourquoi? Pourquoi septembre? Enfin, septembre ou en début d'année. Ok. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on se rapproche de la période de l'été, beaucoup préfèrent mettre en location leurs biens, en location saisonnière, parce que ça va leur apporter beaucoup plus. Mhm. Donc, ils préfèrent mettre comme ça et ramasser de l'argent plutôt que de prendre le risque de prendre quelqu'un qu'ils ne connaissent pas Ouais. et qui pourrait partir au bout de 6 mois. Mhm. Donc, c'est pour ça que, au niveau du logement, on s'y est pris 2 mois avant d'arriver. Donc, on est arrivé en juillet et on a commencé à chercher au mois de mai. Mhm. Ça a été très difficile parce que, comme je l'ai dit, c'était une période où ils préfèrent louer aux saisonniers. Mais on a su trouver, alhamdoulilah, et puis on est arrivé comme ça. Donc, Tu voulais quel type de logement? alors, au niveau du logement, moi j'ai toujours été quelqu'un qui a besoin de son espace. Et en partant de ce principe, je pense que les enfants et mon épouse aussi, c'est la même chose. Donc, on a besoin à chaque fois de. On est dans une pièce, ben, on va se séparer, on va aller dans une autre pièce pour. Je vais faire mon activité de l'autre côté, etc. Donc, moi, mon logement, c'était le fait d'avoir assez grand, donc 3 chambres, qui est pas facile à trouver au Maroc. C'est vrai. C'est C'est les plus durs vraiment logements à trouver. 3 chambres, 4 chambres. Là, c'est voilà. Mais généralement, quand on veut 3 chambres ou plus, généralement, on va vers des villas. Et là, le prix il est assez élevé. Donc moi, c'était 3 chambres. Et je voulais complètement changer de paysage. Je voulais me dépayser totalement. Donc, je voulais en face de la mer. Donc là, j'ai eu du bol. Ma belle famille avait commencé la mission. Ouais. Ils ont C'est eux qui ont cherché. cherché. Mhm. Moi, à distance, je cherchais sur le site Mubaweb. Ok. Donc, je cherchais sur Mubaweb. Dès que je trouvais, j'appelais. Si je voyais qu'il n'y avait pas moyen d'appeler, je donnais à ma belle famille qui allait vite visiter. Et c'est comme ça qu'on a trouvé ben, en fait, l'appartement dans lequel on est ici. C'est votre C'est premier. le premier Ok. et on est toujours là. Mhm. Tu nous parles un peu d'ici, où est-ce qu'on est? C'est quel type de résidence?
Oui, bien sûr. Donc ici, donc, on est dans la ville d'Al-Ouaza et ici, c'est la résidence Eden Tamaris. Et ici, donc, c'est une résidence qui est avec des appartements euh, très agréables, très bien entretenus, Très, avec beaucoup de sécurité. très familial. Très familial, effectivement, très familial. On a plein de jeux, un petit terrain de foot, etc. Au niveau sécurité, ils ne laissent pas les enfants sortir, quitter la résidence Mhm. s'ils ne sont pas accompagnés d'adultes. C'est bien ça. Donc voilà, on a un super parking en bas, piscine aussi. Ça, c'est super agréable, franchement, la piscine pendant l'été. Pendant l'été, ils nous mettent des maîtres nageurs. Donc on a des maîtres nageurs pendant tout l'été. Génial. Ça, en plus, ça, c'est un truc top parce que mes enfants ont appris à nager, mais à une vitesse mais phénoménale, Hmm. mais vraiment phénoménale. Là où moi, à l'époque, à l'école, enfin en Belgique, on allait à la piscine et à 8 ans, je tenais encore la barre et j'avais encore le gilet et tout. Eux, à 8 ans, ils te plongent et ils te font des trucs mais de malade, quoi. Donc en un mois et demi, ils ont maîtrisé la nage. Donc voilà, et donc piscine, comme je disais, on a une salle de sport et on est dans une résidence qui est juste en face de la mer et on est proche d'un peu tout. Donc on est proche de tout ce qui est aller pour le shopping, donc les courses, etc. On a les restaurants qui sont tout proches. Donc franchement, un cadre très agréable. Ça te change de Bruxelles. Ah, clairement, clairement. Là, ce matin encore, j'ai échangé avec ma sœur qui m'a envoyé une vidéo. Donc je lui ai envoyé une vidéo, on nous voyait au soleil. Elle m'a envoyé une vidéo, on la voyait sur l'autoroute avec la pluie battante. Donc voilà. Elle va arriver aussi. Non, mais ça, j'avoue que je fais le maximum Tu pour, sèmes des graines. voilà, je mets des petites graines à droite à gauche, franchement, parce que c'est ce que je leur souhaite, parce que après c'est un choix, hein, si tu as la personne qui veut pas changer de vie, bah voilà, mais sincèrement, la paix que j'ai pu acquérir ici, je la souhaite bah, en fait, à tous ceux qui aimeraient l'obtenir, en fait. T'es pas obligé de me dire le prix exact, mais c'est quelle fourchette de prix pour ce type de logement? En fait, selon la taille, le nombre de chambres et tout, ça varie entre 6 000 dirhams et ça va jusqu'à 12 000 dirhams. Et tout dépend aussi si c'est meublé ou non meublé, etc. Et le budget pour vivre ici, je dirais pour une famille Alors, avec deux, trois enfants. très bonne question. En fait, tout dépend. Je dirais tout dépend. Et ça, je pense que tu vas être aligné avec moi par rapport à ça. Tout dépend de la manière dont on veut vivre. Exact. Si on veut vivre encore comme à l'européenne, Mhm. il faut avoir les moyens. Ouais. Là, je le dis tout de suite, je le souligne tout de suite. Il faut avoir les moyens parce que profiter de faire des restos, profiter de faire des activités, de continuer à manger des trucs qu'on mange de l'autre côté, comme le camembert président ou des trucs comme ça coûte. Ça coûte, donc voilà. Mais si on décide de vivre local, on n'a pas besoin d'un grand budget. Mhm. Franchement, si on a un salaire aux alentours de 1 500 euros, on peut très bien vivre ici. Très très bien vivre. Mhm. Si on décide de vivre local. Ouais. Donc même l'école aussi, donc on se dirige vers le public ou quelque chose de privé mais pas trop cher. Donc c'est aussi atteignable. Et si on veut vivre à l'européenne, là ça grimpe. Alors ça grimpe mais très vite, très très vite. Ça grimpe très vite parce que voilà, on veut profiter de beaucoup de choses. On tourne aux alentours d'un budget avec école, les activités des enfants. L'année passée, on les avait inscrits, ils faisaient de l'équitation. Mon fils, il faisait aussi théâtre, danse, tous des trucs comme ça. Là, on tourne avec un budget, on est aux alentours de 3 000 euros, 3 500 euros par mois, Voire même plus, hein. voire même plus. Tout Ouais. dépend, ouais. Ouais. Et psychologiquement et physiquement, comment tu te sens dans ta nouvelle vie ici, marocaine? Apaisé, très apaisé. En fait, c'est surtout ça. C'est vraiment ce côté pas de stress. Ici, tu peux sortir dans la rue, tout le monde est souriant. Mhm. Tout le monde rigole avec toi. Tu vois pas les gens euh, avec des problèmes. Non, tu vois tous des gens avec des sourires. Ça relaxe. Ensuite, tu as aussi ce côté distance. C'est-à-dire que les habitations, elles sont assez éloignées. Les rues sont assez larges. Donc, tu n'as pas cette impression comme à Bruxelles où tu as les grands bâtiments qui ils sont vraiment sur tes épaules, en fait. Ça te mange. Ça t'arrive et des fois, tu vois même pas le ciel tellement les bâtiments sont hauts et proches, tu vois. Donc voilà. Et donc ici, il y a ce côté apaisé, relax, no stress,
Après, il faut s'adapter à la mentalité d'ici dans le sens où quand on donne une heure, c'est jamais l'heure fixe. Mm. Donc voilà, mais à force, on prend le rythme et on devient nous-mêmes dans le même style. Allez, on s'aligne et on commence à adopter aussi l'attitude du relax, de stress. T'as Mm. raté ça? C'est pas grave, tranquille. Demain, on va se refixer un rendez-vous, on va refaire ceci, ou on va se débrouiller pour aller refaire ceci ou cela, mais relax. On a pas mal de freelances aussi qui suivent la chaîne. Enfin, tout type, mais il y a des freelances comme toi. Oui. C'est quoi les conseils que tu peux leur donner s'ils veulent aussi venir ici? Alors, s'ils veulent aussi venir ici, l'un des conseils que je peux donner pour les personnes freelance, ce serait que leur activité soit les services. À partir du moment où c'est dans les services, c'est beaucoup plus facile à pouvoir se déplacer et à faire en sorte de gérer son service à distance. Mm. Que ce soit pour des gens ici locaux au Maroc ou que ce soit pour des gens à l'étranger. À partir du moment où c'est un service, on a facile à mettre en place des choses. Le téléphone, on a plein de solutions pour pouvoir communiquer avec les gens à l'étranger, en France, en Belgique ou autre, sans payer trop cher. Donc voilà, c'est... Oui. Et d'un point de vue légal, est-ce qu'il y a des démarches administratives spéciales? Non, parce que comme on est toujours attaché, moi je suis toujours attaché à la Belgique. Ici, j'ai lancé récemment une entreprise aussi. J'ai un gars qui travaille avec moi, mais qui est freelance lui aussi, freelance marocain. Donc voilà, mais au niveau, si on veut créer son entreprise ici, c'est très facile. Et ça va très très vite. Mm. Contrairement à ce que beaucoup disent, créer une société ici en 3 semaines max, on a tout ce qu'il faut pour lancer son activité. Au niveau administratif, c'est pas compliqué. Je prends mon cas à moi parce que moi j'ai la nationalité marocaine, donc ça a été très vite. Effectivement, pour quelqu'un qui a une nationalité étrangère, il va falloir faire des démarches un peu plus complexes, mais c'est quand même faisable. Pour la carte de séjour aussi. Exactement. Mm. Et il faut savoir qu'effectivement, quand on crée une entreprise, je pense que tu le sais, quand on crée une entreprise, on a plus facile à avoir la carte de séjour. Ouais. Donc voilà, donc effectivement, ça c'est un conseil que je peux donner aux freelance, c'est de ne pas hésiter à lancer leur entreprise ici pour avoir plus facilement justement le titre de Mm. séjour. En fait, soit tu vas te marier avec un Marocain ou une Marocaine, les retraités, pensionnés, tu vois. Oui, Soit en tant que visiteur, il faut pas mal d'argent, 10 000 euros, ou alors faire un business et créer une société, exactement. hein. Et tu comprends cet engouement même des étrangers qui veulent venir Ah, mais tout à ici, qui fait, rêvent du Maroc. je peux le comprendre, je le comprends tout à fait, parce que en dehors du fait d'avoir la nationalité marocaine, on vit tous la même chose. En Mhm. Europe, on vit tous la même chose, les mêmes pressions, les mêmes trucs, des fois la même routine. Et on se retrouve dans un cycle c'est comme ça, il fonctionne comme ça, c'est-à-dire qu'on reçoit son salaire. Tout est fait pour qu'on dépense. Oui. Tout est fait pour qu'on dépense. Tout est fait pour qu'on ne garde pas l'argent sur son compte. On doit le dépenser. Donc, et on est là constamment, même boulot. Des fois, on veut changer de boulot, mais on n'a pas le choix. On doit garder parce que on doit payer ceci, cela. Ou même routine. C'est un Euh, piège. c'est vraiment un piège, hein. Ouais. Le week-end, d'ailleurs, j'étais à Bruxelles il n'y a pas tellement longtemps. À la période du Black Friday, là, tu sais rien faire. Il pleut, il drage, qu'est-ce que tu veux faire? Bah, tu vas faire. Achète. Ah, mais j'ai vu une film, mais comme ça. Et tu rentres, tu te dis, je vais acheter un truc. Mais non, tu achètes un truc, puis un autre truc, et puis à la fin, ce que tu as gagné dans le mois, bah, il est parti très vite. Et en fait, on vit tous un petit peu les mêmes choses. Là, je donne des exemples, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont d'autres types de routines. Mhm. Euh, les infirmiers, par exemple, ceux qui doivent se taper des nuits et des trucs, stress, pression, etc. Et donc, moi, je comprends tout à fait ceux qui n'ont pas justement la nationalité marocaine, qui décident de venir vivre, que ce soit au Maroc ou ailleurs, hein. Je le comprends tout à fait. Mhm. Ils sont à la recherche justement d'un côté paisible, d'une paix, et aussi à la recherche de soi-même aussi des fois. Mhm. Parce qu'on est tellement pris dans un système, un rouage, qui fait que des fois, on joue un rôle, on n'est pas soi-même. On joue le rôle que la société nous a demandé de jouer. Mhm. C'est-à-dire, on va à l'école, hop, on se trouve un travail, hop, on se marie, hop, on achète sa maison, hop, on a les enfants, clac, et on joue un rôle. Alors que des fois, certains, étant petits, et je pense que on pourrait demander à beaucoup de gens, étant petits, quels étaient leurs rêves étant petits. Des fois, on est très très loin de ce qu'ils auraient aimé faire. Et je pense, pour peut-être là, c'est dur, hein, mais pour la majorité de la population, tu passes à côté de ta vraie vie et de tes rêves d'enfant, tu vois. Parce que le système t'a piégé,
Et plus t'es dedans, plus c'est dur d'en sortir. Exactement. C'est exactement ça. Mm. C'est exactement ça. La plupart des gens avec qui je discute, quand ils me parlent de ce qu'ils aimeraient faire, je leur dis, mais qu'est-ce qui t'empêche? Ah, mais j'ai ceci, ah, mais j'ai cela, ah, j'ai... Ils sont pris au piège, au fait. On aime bien aussi se trouver des excuses, hein. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. L'humain, c'est un spécialiste, l'humain, pour trouver des excuses Ouais. et se justifier, et aussi des fois pour ne pas sortir de sa zone de confort, en fait. Voilà, ok, je galère, mais j'accepte cette galère. Mm. Ne me mets pas dans une autre galère. Mais ça vaut le coup, hein. Le cadeau est très grand quand C'est tu ça. sors de ça. Ça, j'ai envie de te dire, c'est un peu quel que soit le projet, le fait de partir à l'étranger, ou le fait de lancer son entreprise, ou le fait, Sortir du temps connu. voilà, Mm. c'est aller vers le risque. Ouais. Risque, Pour moi, risque égale cadeau, tu vois. tout est un risque. Ouais. Moi, je suis indépendant depuis pratiquement le début de ma carrière. Mm. En fait, moi, pour t'expliquer, pour revenir un petit peu rapidement en arrière, j'ai été diplômé en 2007. Mhm. J'ai trouvé mon premier boulot. Juin 2007, j'ai eu mon diplôme. Octobre 2007, j'ai commencé mon premier boulot en tant que salarié. C'était pas nécessairement le boulot que je voulais, mais je l'ai accepté pour rentrer dans le monde du travail. L'année suivante, donc en 2008, j'ai assisté à quelqu'un qui s'est fait virer, mais c'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était présent depuis le fondement de l'entreprise, qui avait 25 ans. Et le gars s'est fait jeter du jour au lendemain comme ça. Et ce jour-là, je me suis dit, jamais, jamais on va me virer comme ça. Jamais. Et de ce jour-là, j'ai commencé à changer ma mentalité. Et j'ai commencé à prendre des risques. Donc de là, j'ai continué à passer des entretiens, même si j'avais un boulot. Vu qu'on était en costard-cravate, je travaillais dans les finances, on était en costard-cravate, je continuais à passer des entretiens. Et ça m'a permis de prendre confiance en moi, de me challenger, de connaître ma propre valeur et même de refuser des postes. J'ai refusé, et je le dis clairement, j'ai refusé un poste chez Ernst Young, si tu connais, Non. EYC. Ils appellent ça en Belgique les Big Four. Ben, je me suis permis de refuser Mm. un poste chez EYC, pour te dire. Parce que je m'amusais à passer les entretiens, etc. Ça a forgé mon caractère. Puis donc j'ai quitté ce boulot, je suis parti dans un autre boulot. Et là, ce boulot, au bout de 9 mois, j'ai démissionné, comme ça, sur un coup de tête. Bon, il y a une histoire aussi, c'est que j'ai un ami, enfin à l'époque je ne le connaissais pas, c'est devenu un très bon ami, c'est même mon mentor, qui m'avait demandé de développer un logiciel. Je lui ai développé, je lui ai demandé de me payer au black. Et il m'a dit non, t'es fou, moi mon entreprise est clean, je veux rien de tout ça, tu fais ton numéro de TVA. Mm. Donc j'ai fait mon numéro de TVA en tant que complémentaire. J'avais peur à l'époque, et donc j'ai mis en tant que complémentaire mon numéro de TVA. Et donc le boulot où j'étais, il faut savoir qu'aussi, entre guillemets, j'étais animateur, je sais, je vogue de pam 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 pam. Tu connais le film Cinquième élément? Ouais. Dans le film, elle dit multipass. Mm. Moi, c'est multitask. Je fais plein de trucs. Et donc, en fait, j'étais aussi animateur pour enfants. Cette année-là, quand j'étais, enfin, mon deuxième boulot en tant qu'employé salarié, j'avais pris congé pour aller faire animateur avec la mutualité neutre en Italie, une semaine. Mhm. Je suis revenu, le jour où je suis revenu, je suis parti une semaine au Maroc pour le mariage d'un ami. Puis je suis revenu, donc j'ai eu 2 semaines de folie. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce boulot? Donc je suis revenu au bureau, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Et en fait, j'ai démissionné sur un coup de tête. J'ai appelé mon pote qui m'avait demandé le logiciel. Ouais. Et je lui ai dit, écoute, gars, je suis chez toi en octobre. Et je lui ai dit, je suis chez toi, je viens chez toi. J'ai démissionné. Quoi? Pourquoi t'as démissionné? Écoute, frère, prends ton temps. Moi, j'ai envie de m'amuser d'abord. Et ensuite, je viens chez toi. 1er octobre, je suis chez toi. Donc là, on était en mi-août 2009. Je lui ai dit, je veux profiter 1 mois et demi, puis je viens chez toi. Donc pendant 1 mois et demi, j'ai fait la fiesta comme pas possible. Mes parents, ils ont pété un plomb. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait celui-là? Ouais. Il avait un bon salaire, il avait bien ce qu'il fallait, etc. Et donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'il a celui-là? Et là, je profite, je vais au cinéma, je m'amuse à faire des castings. Je suis figurant dans le clip de Stromae, alors on danse. J'ai été dans un film avec Aaron Eckhart, qui est un film qui a été sur Netflix d'ailleurs. Donc je me suis amusé comme un dingue. Et puis là, j'ai été chez mon pote. Et depuis ce moment-là, je suis resté indépendant. Mm. Donc ça veut dire depuis 2009, indépendant. Pour moi, c'est hors de question de revenir en tant que salarié. C'est impossible. C'est impossible. Mm. C'est impossible. Et derrière ça, quand je suis passé indépendant,
ça a permis énormément de choses. La première, ça a inspiré des gens autour de moi. Donc j'ai des amis qui ont commencé à me dire « Ah, tu t'es lancé comme freelance ». Parce qu'à l'époque, en 2009, c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'informaticiens qui sont freelance. À l'époque, c'était pas dans les habitudes. Et donc j'avais pris un risque et les gens ont vu que j'ai pris le risque, ont attendu un certain temps et puis m'ont dit « Tiens, comment t'as fait ?» Avec la curiosité, ils sont venus vers moi « Comment t'as fait ceci, cela, etc. » Et donc j'ai commencé à expliquer à certains se sont lancés comme freelance. Ça a inspiré aussi, dans ma famille, il n'y avait pas la fibre entrepreneuriale. Ouais. Donc j'ai les frères et sœurs qui ont commencé à s'intéresser, à oser, lancer des projets, des choses comme ça. Donc voilà, et si tu prends pas de risques, pour moi, et ça c'est ce que je dis souvent, si tu prends pas de risques, ne viens pas te plaindre. Bon message. C'est aussi simple que ça. Mm. Si tu prends pas de risques, c'est que tu acceptes la situation dans laquelle tu es, donc ne viens pas te plaindre. Au début de l'interview, on a parlé de Charbel. Oui. Tu peux nous raconter ta connexion avec lui et comment vous êtes Oh. devenus associés? Oui, c'est une super aventure en fait. Je vais faire un petit retour historique avant Charbel qui est important, qui explique un petit peu le truc. C'est qu'en janvier 2018, j'ai perdu ma mère, Darahma. Elle est décédée d'un cancer. Et cette année-là, 2018, a été une année complètement de chamboulement. Je me suis posé énormément de questions. Ouais. J'avais déjà fait dans ma vie beaucoup de choses, essayé beaucoup de choses, mais là, j'ai commencé à me poser des questions. Qui je suis? Qu'est-ce que je fais? Quel est mon but dans la vie? J'ai commencé à suivre des formations, à m'intéresser un petit peu au développement personnel, etc. Et en octobre 2018, en septembre 2018, je vois quelqu'un que je suivais déjà à l'époque, qui s'appelle Gaston Last, qui avait déjà sa chaîne YouTube, etc. Et je le suivais à l'époque et j'ai vu qu'il organisait un séminaire au Maroc, à Marrakech, qui s'appelait BWS, Business Web au Soleil. Mhm. Et vu que moi j'avais un site internet à l'époque de tableaux d'art, donc comme je te disais, j'ai touché à tout. J'avais un site internet, je vendais des tableaux d'art sur internet. Il me fallait des astuces justement pour pouvoir vendre mes tableaux. Donc je me suis dit, tiens, c'est une bonne chose. Là, avec le décès de ma maman, je me cherche, je suis pas bien, etc. Je dis à mon épouse, est-ce que ça va si je pars à Marrakech pour le week-end et tout, ça ira avec les enfants? Elle me dit oui, vas-y. Mhm. J'arrive à Marrakech et là, j'ai pas les réponses à mes questions pour mon site internet, mais là, je découvre autre chose. Et là, je ramasse des claques, mais de tous les côtés. Je découvre le monde de l'infoprenariat. C'est quoi ce truc, l'infoprenariat? Monde passionnant. Ah, c'est vraiment... et surtout qu'à l'époque, je me souviens, au début de la présentation, Gaston nous a fait une introduction, comme il l'a fait très bien, en nous disant nous sommes à Poudlard. Les autres qui sont à l'extérieur, c'est les moldus. Et nous, on est les magiciens. Au départ, je comprenais pas. Et puis, au fur et à mesure que je découvrais l'infoprenariat, je me disais, ah ouais, quand même, c'est vraiment un monde à part. Et en fait, il se trouvait que dans le public qui était là, Charbel était là. Donc, j'ai rencontré Charbel. Ça a été assez rapide. On a échangé. Il aime bien ce genre d'événement, lui. Exactement. Réseau. Donc, voilà. Donc, ça a été assez rapide, l'échange avec lui à ce moment-là. Mm. On a juste échangé 2-3 mots. Ouais. Et ça s'est arrêté là. Puis moi, de retour à Bruxelles, mon épouse, je l'ai rendu un peu dingue en lui disant l'infoprenariat, tunnel de vente, ClickFunnels, etc. Elle me dit, mais qu'est-ce que t'as? C'est quoi ce truc? Arrête, tu m'agaces, etc. Et j'ai décidé de creuser. Creuser. Donc là, j'ai fait vraiment tous des trucs au niveau développement personnel. J'ai été au séminaire de Cédric Anissette, qui était la ratrice. J'ai été au séminaire de celui qui a écrit Tout le monde n'a pas la chance de Olivier rater. Roland. Olivier Roland, merci Ouais. beaucoup. Olivier Roland, j'ai été à son séminaire. J'ai été à un autre séminaire, Yann Sof, où c'était on était un peu en mode à la Tony Robbins, marcher sur le verre, casser la flèche, tous des trucs comme ça. Et je me recherchais. Et puis l'année suivante, il se trouvait que, donc en 2019, il se trouvait qu'ils ont refait une édition BOS. Et donc là, j'ai décidé de retourner avec mon épouse. Donc on a été tous les deux pour qu'elle découvre avec moi ce monde-là et qu'elle me comprenne aussi. Parce que c'est vrai que des fois, C'est pas facile voilà, c'est pas d'expliquer. facile Ouais. d'expliquer. Et donc le mieux, c'est de le vivre. Et donc mon épouse l'a vécu avec moi. Et là, de nouveau, Charbel était là.
à nouveau. Et donc là, j'ai échangé un petit peu avec lui. Et j'ai commencé à me poser des questions, qu'est-ce qu'il fait lui exactement, etc. Et je savais qu'il était dans le digital marketing, mais ça s'arrêtait là. Et puis voilà, et puis le temps est passé, Covid, etc. Puis mon installation ici. Et en fait, moi, j'ai pour habitude, quand je vais à un endroit, j'aime bien essayer de rencontrer des gens de cet endroit. Mhm. Dans l'objectif de faire des nouvelles connaissances, de créer des nouveaux liens, et puis voire même d'apprendre des choses, hein, si la personne peut m'apprendre des choses. Et donc, Charbel faisait partie de cette liste. Mhm. Donc, Charbel, il a été l'un des premiers que j'ai contacté quand je suis arrivé ici. Parce que, comme je l'ai dit à mon épouse, j'arrive ici, au Maroc, toi, tu as ta famille, c'est bien, mais moi, j'ai personne. Mhm. Donc, je dois faire mon réseau. Et donc là, j'ai commencé à contacter plein de gens, etc. Et j'ai rencontré donc Charbel. On a échangé, on a discuté, etc. Il a été mon coach aussi, coach business. Voilà. Et puis de fil en aiguille, on a commencé à échanger. Et puis j'ai montré mon intérêt par rapport justement au digital marketing. Et puis de là, il m'a dit, voilà, écoute, je suis en train de revoir un petit peu la façon de travailler. Est-ce que ça te dit d'être mon associé? Puis, on est parti, on a démarré l'aventure. Et là, ce sera un des intervenants de ma masterclass. Ça, la... Ah d'accord, ok, Ouais, top. la boucle est Excellente bouclée. nouvelle. Ouais, ouais. Ah super. Franchement bien. Je pense que ce C'est sera passé quand la vidéo sortira. ah, C'est d'accord. important pour toi, ce genre d'événement? Très important. Très très important parce que c'est l'une des meilleures manières de créer des nouvelles connexions. Mhm. On dit toujours que le réseau est important. Et c'est vrai. Parce que dans ce genre d'événement, l'avantage de ce genre d'événement, c'est que on ne peut pas y aller et ressortir sans avoir appris quelque chose. C'est pas possible. Soit on apprend quelque chose, soit on gagne un nouveau contact, soit on gagne quelqu'un qui va peut-être devenir notre propre client. Si on est coach, ben, la personne elle devient notre propre client. Enfin, il y a toujours quelque chose à tirer de ce genre d'événement. Et que ce soit en tant que participant, vraiment participant actif dans l'événement, que ce soit même en tant que personne qui observe. On apprend toujours beaucoup dans ce genre d'événement. Est-ce que tu as un invité que tu me conseillerais d'inviter sur la chaîne pour une interview? Il y avait une personne, mais elle n'est plus ici au Maroc, malheureusement, elle est partie. Mais elle, ça aurait été très très intéressant. J'ai plusieurs personnes en tête, mais bon, je ne sais pas si je peux dire leur nom en fait, c'est ça le truc. Tu me diras après si tu Voilà, veux. Ok. effectivement, parce que voilà, peut-être que la personne ne veut pas nécessairement, donc voilà, Ouais. je préfère pas. Et ce serait quoi ton message pour clôturer cette interview? Qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire passer à tout ce public d'entrepreneurs qui veut s'installer au Maroc? Alors, que ce soit entrepreneur ou que ce soit ou même salarié ou personne qui décide de se lancer ici, de chercher un boulot ici, c'est be yourself. Soyez vous-même. Soyez vous-même, tout simplement. Ne laissez pas le monde extérieur contrôler qui vous êtes. Soyez vous-même, tout simplement. Je valide à 100%. Est-ce qu'on peut te joindre sur des réseaux? Comment ça se passe? Oui, on peut me joindre sur les réseaux. J'ai une page sur Instagram. Je travaille encore dessus, mais c'est Coach Abdel. Mhm. Parce que je suis en train de travailler sur mon produit de coaching. Vu tout ce que j'ai pu vivre comme expérience, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit au niveau développement personnel, au niveau pédagogique, puisque comme j'ai dit, j'ai été animateur, j'ai mon diplôme de prof, etc. Puis j'ai suivi aussi une formation en PNL, praticien et maître praticien PNL. Donc je me lance dans le coaching et donc ma page c'est Coach Abdel. Ok, je vais la mettre dans la description. Merci beaucoup. Bah, merci pour ce moment. Avec grand plaisir. Merci à toi. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce nouvel entretien d'entreprendre et vivre au Maroc. Si vous avez vous aussi ce rêve de vous installer au Maroc, j'ai créé une mini formation gratuite pour vous accompagner sur ce chemin. Donc c'est une formation par email. Vous allez recevoir un conseil pratique chaque jour durant 7 jours. Pour accéder à cette mini formation et recevoir votre premier conseil maintenant, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo.